Bonjour, comme la semaine dernière, la réglementation de l'Arcom nous interdit de parler de l'actualité politique. Nous avons donc le plaisir de recevoir Julien Lebotte pour son livre Dans la tête de Mark Zuckerberg. Et je vous rappelle que notre prochaine émission sera enregistrée en public le dimanche 26 juin à l'école alsacienne. Vous pouvez vous inscrire sur notre site le nouvel esprit public sans séparation.fr. À dimanche. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique consacrée à Mark Zuckerberg et qui nous donne l'occasion de recevoir Julien Lebotte. Julien Lebotte, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmidt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Julien Lebotte, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions numériques, vous pilotez depuis 2015 le programme Tous les Internets, produit par Arte et Première Ligne, et vous avez publié en 2019 un « Dans la tête de Mark Zuckerberg » dans l'excellente collection Dans la tête 2, quitte aux éditions Actes Sud et Solin, qui est dirigée par le non moins excellent Michel Elchaninov et le non moins excellent non plus d'ailleurs Michel Parvenoff. Vous revenez dans votre livre sur le développement de Facebook, de ses débuts en 2004 sur le campus de Harvard jusqu'au scandale Cambridge Analytics en 2018, qui a révélé le vol massif de données à des fins d'ingérence électorale. Facebook est une plateforme dont le projet initial était de créer un trombinoscope universel et c'est devenu un incontournable réseau, incontournable dans les interactions sociales et réseau qui compte désormais plus de 2,9 milliards d'utilisateurs. Mark Zuckerberg n'est pas seulement le fondateur de Facebook, il en est aussi le président directeur général, le président du conseil d'administration et l'actionnaire majoritaire. Il a racheté ses concurrents Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Puis le groupe qu'il dirige a changé de nom en 2021, Facebook devenant Meta, afin de dissocier l'entreprise du réseau social et de montrer son ambition de construire un métavers. Si la fortune de Mark Zuckerberg s'élève aujourd'hui à plus de 74 milliards de dollars, vous expliquez que l'argent n'est pas le premier moteur du créateur de Facebook. Le but de ce passionné d'informatique est avant tout de connecter les gens et de leur permettre de partager des informations. Il lui a été reproché de placer ce souhait de connexion du monde entier au-delà de toute autre considération. Et face à la prolifération de contenus violents, de fausses informations ou encore à la création de faux comptes à des fins de manipulation, la réponse apportée par Facebook a été jugée insuffisante. Face aux tempêtes qu'a pu traverser Facebook depuis 2016, Mark Zuckerberg ne s'est pas départi de l'optimisme qu'il caractérise, celui pour qui le culte du progrès et la culture de l'entrepreneuriat vont de pair avec des sources d'inspiration variées. Vous expliquez qu'il éprouve un intérêt certain pour les hackers, mais aussi pour les empereurs romains, j'allais dire pour les entrepreneurs romains, pour les empereurs romains et notamment pour le premier d'entre eux, Auguste. Dans votre portrait de Mark Zuckerberg, vous insistez aussi sur la part de naïveté qu'il a en lui.
on peine à comprendre si celui qui a bâti un empire et qui avait pour projet de créer une crypto-monnaie portant le nom de Libra en hommage à la monnaie romaine poursuit une stratégie consciente d'extension de son pouvoir. Pour introduire notre conversation, je voudrais donc vous demander, Julien Lebotte, si dans la tête de Mark Zuckerberg, il y a une soif de pouvoir et laquelle ? Alors, il y a évidemment une soif de pouvoir. Je veux dire, ce serait absolument naïf d'imaginer qu'on a affaire à un personnage parfaitement désintéressé. Mais on a aussi un personnage qui est habité par une certaine idée de la technologie et de l'interaction entre la technologie et la société. Et donc, on a affaire à un personnage qui estime que nous sommes confrontés à un enjeu historique qui est de passer une nouvelle étape, de franchir une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que par-delà l'écume des jours qu'on peut lire dans la presse et qui nous disent que Instagram a été racheté, que WhatsApp a été racheté, qu'il y a eu tel ou tel scandale, on a un immense projet qui est en train de se mettre en place avec un personnage qui a un référentiel aussi idéologique, historique, qui est donc effectivement, comme vous le disiez, passionné par l'histoire de l'Empire romain, par-delà le fait d'être aussi un adorateur de Star Wars ou de grandes sagas de la sorte, et qui donc est persuadé que toute chose égale par ailleurs, le fait de connecter sur une plateforme l'ensemble de l'humanité est une excellente chose. Et ça, je crois que c'est un élément très très important à prendre en compte, puisqu'il a structuré sa façon de consolider son pouvoir dans son entreprise, de telle sorte qu'il puisse continuer quelque part à dérouler, je dirais pas son propos, mais en tout cas à faire en sorte d'aller toujours plus loin dans cette logique-là, tout en préservant quelque part sa vision des choses. Et ça, évidemment, c'est problématique, et c'est ce qui a conduit évidemment à tout un tas de scandales, à des discussions, je dirais, assez houleuses parfois à partir de 2018, avec des auditions, par exemple, comme on a pu en voir aux États-Unis, et on y reviendra si vous le souhaitez, évidemment, suite notamment donc au scandale Cambridge Analytica dont vous parliez en introduction. Il est passé aussi en Europe, on l'a vu à Bruxelles, se faire tirer les oreilles, bien que finalement il n'ait pas répondu grand-chose. Voilà, et donc aujourd'hui encore, en dépit, j'ai envie de dire, des scandales et des menaces de régulation, le jour où on enregistre ce podcast à Bruxelles, on est très très près d'un accord sur ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act, c'est-à-dire un des paquets réglementaires qui est censé nous permettre de mieux réguler les effets de bord, de fonctionnement de ces plateformes qui ont une dimension monopolistique sur l'accès à l'information et la circulation de messages. Donc voilà, et lui en tout cas, à ce jour, en 2022, reste plus que jamais aux prises et aux manettes de son entreprise. Et au fond, si on regarde bien de près, il n'y a pas eu de grands changements majeurs. Il y a une grande constance sur 20 ans, c'est bientôt 20 ans, hein, on est en 2022, ça a été créé en 2004. Il y a une grande constance de déploiement quelque part de ce projet. Lucille Schmitt. Oui, ce que vous nous expliquez, Julien Lebotte, c'est que Mark Zuckerberg a une vision et que par ailleurs, c'est un créateur. Vous nous rappelez que c'est une personne qui a découvert, en fait, c'est une sorte de génie, j'allais dire. C'est pas seulement un génie technologique, c'est aussi, ça a modifié notre organisation sociale, la création des réseaux sociaux, et ça a joué un rôle en termes d'organisation du système de décision, d'horizontalité, de transparence, etc. Aujourd'hui, on est, comme vous le disiez, il y a un peu moins de 20 ans, on est dans une phase de maturité où ce qui est en train de se passer, c'est qu'on s'aperçoit des conséquences positives et négatives, et donc les éléments négatifs sont en train, je ne sais pas si je vais dire nous sauter à la figure, mais en tout cas la possibilité de manipulation à travers Cambridge Analytica. Il y a eu aussi la lanceuse d'alerte française Hogan qui a fait fuiter des milliers de documents récupérés donc au sein de Facebook. Et donc à travers ça, il y a cette question du rôle que ça joue par rapport à la démocratie. Et je voyais d'ailleurs qu'au moment où on enregistre ce podcast, Barack Obama lui-même, qui s'est beaucoup servi des réseaux sociaux pour être élu, vient de faire une déclaration vibrante en disant qu'il faut mieux réguler les réseaux sociaux. Et donc cette espèce de passage d'un extrême à l'autre est assez frappant dans le moment où nous enregistrons. Comment est-ce qu'on peut réguler comment est-ce qu'on peut aussi garder l'idée que les réseaux sociaux sont un élément positif pour la démocratie? Rappelons que dans les États totalitaires, dans les États dictatoriaux, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les réseaux sociaux lorsqu'on veut contrôler la société. Est-ce que vous pourriez nous dire si Mark Zuckerberg a une vision politique, s'il est accessible à cette idée de la régulation, ou si, comme vous venez de le dire, c'est d'abord un créateur génial et quelqu'un qui est passionné par la technologie? Julien Lebotte. Beaucoup de questions, évidemment, soulevées par votre propos. Alors, est-ce que c'est un génie ?
en tout cas, c'est quelqu'un qui très tôt a été sensibilisé à la question du codage, pour ne pas le dire en anglais. Le codage, son papa lui-même, qui était dentiste, était passionné donc par l'informatique et donc a vivement encouragé son fils à s'emparer, je dirais, des ordinateurs à la maison, à relier les ordinateurs du cabinet dentaire avec ceux de la maison, de telle sorte que quand quelqu'un arrivait dans le cabinet dentaire, tout le monde le savait dans la maison. Enfin, là, on a un côté intéressant des technologies et donc, étant, je dirais, particulièrement doué et stimulé, sa maman ayant arrêté de travailler, on a eu affaire à quelqu'un qui finalement, à l'adolescence, était déjà un codeur, disons, très solide. Alors par ailleurs, vous avez évoqué la question de la transformation de nos organisations sociales à la faveur de ce déploiement technologique continu auquel on assiste. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est allé à Harvard, il s'est inscrit dans deux majeurs. Il y a eu la computer science, c'est-à-dire les sciences informatiques, le fait de continuer d'apprendre à coder et à réfléchir à l'évolution des technologies. Puis il y a eu la psychologie. D'ailleurs, sa maman est psychiatre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cet intérêt très tôt sur la relation entre un agir, entre soit des individus, soit des collectivités, et ensuite donc des technologies. Et donc très vite, il s'est vraiment amusé à coder, je dirais, des petits programmes qui avaient vocation justement à enrichir, à augmenter, je ne sais pas quel est le bon vocabulaire à employer, mais à transformer en tout cas notre façon d'être. Donc, il y a eu notamment Synapse, qui était un petit logiciel de recommandation, ça c'est lié à la musique, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'un algorithme surveille, observe, scrute ce que vous écoutez et donc derrière peut vous recommander tout un tas de choses. Et ça a même été, il a eu des propositions de rachat à l'époque alors qu'il était encore mineur, surtout aux États-Unis, où on est majeur à 21 ans. Il y a eu également donc FaceMash en 2003, qu'on lui a beaucoup reproché et pour cause. Il a piqué, entre guillemets, les photos de toutes les jeunes filles du campus sans demander l'autorisation et il a fait un programme où il s'agissait de comparer les femmes du campus pour savoir lesquelles étaient les plus sexy, avec tout un système assez viral, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment, ça entretient une mécanique... Viral et viril, effectivement. Voilà, et donc, depuis très longtemps, il réfléchit à ça. Et puis, donc, 2004, The Facebook, au départ c'est le nom, The Facebook, le trombinoscope, il a eu vraiment envie j'ai envie de dire, de mettre tout le campus, et puis ensuite tous les autres campus américains, puis ensuite encore plus de monde sur cette plateforme. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'époque, quand il a fait ça, c'était quand même une demande sourde aussi, puisqu'il faut se remettre dans le contexte de ces années-là, et vous le disiez très bien, à l'époque, il y avait une très grande candeur, y compris aux États-Unis, sur le déploiement technologique, et puis sur le fait que Internet comportait un certain nombre de promesses. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous disiez qu'aujourd'hui, on arrivait à une forme de maturité relativement à l'impact des réseaux sociaux, mais il faut distinguer deux choses. Internet et les réseaux sociaux. Et donc, Internet, c'est donc un réseau de réseaux. Vous avez donc, depuis 1992, c'est un réseau de réseaux qui est civil. Et donc, vous avez tout un tas d'acteurs qui ont utilisé ces systèmes-là, qui mettent en capacité des gens qui ont des ordinateurs et qui ont des lignes téléphoniques de publier des choses sur Internet. The Facebook, c'est tout à fait autre chose. Si vous rentrez dans un espace privé, à l'intérieur duquel vous créez un profil, le profil Lucille Schmitt, le profil Philippe Meyer, et à partir de là, sur donc, cet hôtel, cette place publique privée, vous pouvez vous mettre d'abord à remplir des données relativement à votre profil. Donc, je m'appelle Julien Lebot, j'ai tel âge, j'aime telle ou telle chose, et puis après, vous pouvez rentrer en communication avec Marc-Olivier Padis. Voilà. Tout ça, c'est très bien, mais on n'est plus sur Internet vraiment. C'est-à-dire qu'Internet, c'est le lieu où les messages transitent, mais on est dans un environnement qui est privé. Et donc, lui, ce qu'il s'est dit, c'est que Internet, c'était très bien, mais il fallait réussir à mettre tout le monde sur une même plateforme. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est à faire baisser le coût d'accès à l'utilisation de technologies. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour lesquels créer un site Internet, c'était très compliqué. Eh bien, lui, il a réussi à faire en sorte qu'en 2-3 clics, c'est très, très facile de mettre sa photo et de se mettre à échanger et de poster à destination du monde entier des commentaires, des photos, des vidéos, etc. Et donc, 2004, il crée ça. Et puis très vite, donc ça commence par les campus, comme on le disait, ça se propage, et on en vient à ce que, quelque part, près de la moitié de l'humanité, aujourd'hui, soit connectée sur une ou des plateformes, puisque c'est une hydre à au moins 4 têtes, des plateformes qui appartiennent à Facebook, ou comme on dit aujourd'hui, donc Meta. C'est-à-dire Facebook, Messenger, qui est plus une messagerie,
Et puis, vous avez également Instagram, qui a donc été racheté, comme vous le disiez, Philippe Meyer. Et vous avez aussi WhatsApp, qui n'est pas un réseau social, qui est plutôt une messagerie, en fait, un réseau de communication privée. Donc, vous faisiez mention du discours de Barack Obama. Donc, hier, Barack Obama arrive à Stanford. Stanford, qui est en plein milieu de la Silicon Valley. C'est magnifique, le campus est très beau. C'est là-bas que beaucoup de grands entrepreneurs de la vallée ont créé une partie des réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas que Facebook. Et donc, Barack Obama dit, au fond, quand j'ai été élu, grâce à la puissance des réseaux, pas seulement d'ailleurs des réseaux sociaux, mais aussi d'Internet, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ne se sentaient pas représentées, notamment par les médias et le système le plus traditionnel de fonctionnement de l'espace public, se sont emparés des technologies pour me permettre d'être élu et nous permettre de transformer un peu les États-Unis. Et donc, après 2 mandats et puis surtout l'élection de Donald Trump, aujourd'hui, Barack Obama dit, en fait, je ne mesurais pas à l'époque, et comme beaucoup d'entre nous sans doute, le fait que ces acteurs de la Silicon Valley, qui accéléraient considérablement dans un environnement peu régulé la quantité d'informations disponibles, qui contribuaient à déréguler la sphère informationnelle, eh bien aujourd'hui, on se rend compte que, sans doute, les aspects négatifs sont en train de prendre le pas sur les aspects positifs. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le discours d'Obama, parce que je me suis amusé avant d'arriver ici à regarder et à parcourir le transcript de cette déclaration de Barack Obama, c'est qu'au fond, il a un propos plutôt mesuré et contextualisé, c'est-à-dire il dit, attention, il ne faut pas tout jeter, il ne s'agit pas de dire qu'Internet, les autoroutes de l'information, comme on disait à l'époque d'Al Gore, tout ça, il faut absolument y renoncer. Non, il ne dit pas du tout ça. Ce qu'il dit, c'est que le fonctionnement des réseaux sociaux, qui sont des entreprises privées qui font de l'argent sur une certaine façon d'organiser la communication, ça, c'est plus possible et il faut trouver des solutions pour encadrer tout ça. Et que aux États-Unis, qui est quand même le lieu de naissance de ces plateformes, on se mette à aborder ce genre de questions, c'est que ça, il y a effectivement, comme vous le disiez très bien, il y a une maturité qui est la nôtre dans le débat public. Maintenant, quelle est la réponse politique à trouver pour réussir à encadrer ce genre d'activité ? Nicole Niesato. C'est un personnage peu sympathique, je trouve, en dépit du portrait mitigé que vous dressez de lui. Parce que... Pardon, juste un mot là-dessus. Le film qui lui a été consacré, oui. Est-ce que, ça, à votre avis, ça donne une image assez juste du bonhomme comme individu ? Social Network. The Social Network de David Fincher, Ouais. qu'on peut retrouver très facilement sur Internet, pour le coup. C'est un film un peu injuste. D'ailleurs, il en a été lui-même, il l'a dit quelques années plus tard, assez vexé. Et pour cause, on y voit un boutonneux qui a des problèmes, grosso modo, avec la gente féminine et qui ne veut que de l'argent et des femmes, en gros. Je le caricature un peu, mais c'est aussi une caricature, ce film. Donc, ce qu'il y a d'assez juste, je trouve, dans ce film, qu'il faut vraiment prendre le temps de re-regarder après le podcast, c'est peut-être l'ambiance de l'époque. C'est-à-dire, c'était assez anarchique, c'est très la culture du bro, c'est-à-dire on est des mecs, on est au bord de la piscine, on boit des pierres, on code à toute heure du jour et de la nuit, on mange des pizzas, on se fiche un peu du monde et on se dit que Internet c'est cool et que voilà, il faut renverser tout ce qu'il y a sur la table et on s'en portera mieux parce que maintenant on sait ce qu'on veut et quelque part une forme de révolution est en marche. Donc je pense qu'il y a une caricature, mais le personnage en réalité, je pense, est plus complexe que ça. Nicole. Alors, oui, parce que quand même, il y a un côté maître du monde qui n'est pas forcément sympathique. Et certains analystes, d'ailleurs, font une analogie entre Internet ou les réseaux sociaux, d'un côté, en tout cas la Silicon Valley, et le Parti communiste chinois. C'est-à-dire des entreprises de contrôle maximal sur les individus, alors pour des raisons différentes, mais finalement qui aboutissent à la même chose, c'est-à-dire la négation de l'individu dans ce qu'il a de plus spécifique, la négation de la vie privée, la commercialisation pour les réseaux sociaux de la vie privée en base de données vendables et corvéables à merci. Et donc, on a Zuckerberg est un peu représentatif de cette génération qui a commencé dans une idéologie très libertarienne et qui termine dans une pratique très orwellienne, très contestable de l'économie. Parce que quand même, alors évidemment, il a écrit ce petit livre rouge dont vous parlez, dont j'ai retenu des phrases extraordinaires, par exemple, « Changer la façon dont les gens communiquent changera toujours le monde ». On voit bien qu'il y a une ambition, non pas de maîtriser seulement la technologie, comme disait Lucille, mais de changer le monde, de maîtriser le monde. Et donc, il y a vraiment un côté machiavélien, je trouve, dans cette entreprise qui mérite effectivement d'être régulée au maximum. Parce que
il n'est pas innocent. Il a construit sa maîtrise de la technologie sur un système économique, sur une formule économique dont il sait très bien qu'elle aboutit à flatter les pires instincts de l'individu, c'est-à-dire des émotions brutales, etc., etc. Donc voilà, moi j'essaye de savoir comment d'ailleurs il a changé. Je suis sûr que jeune homme, il était très pétri de la liberté de l'information. D'ailleurs, il paraît que ses bureaux, vous le dites, sont complètement transparents, tout le monde peut le voir à longueur de journée, etc. Comment on peut passer de cette culte absolu de la liberté de l'information à la destruction totale de la liberté individuelle? Si je peux compléter la question, Nicole, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle sur le fait qu'il s'agit de déchaîner, enfin de choses qui peuvent déchaîner les bas instincts. C'est surtout quelque chose qui, même quand il n'y a pas de bas instincts qui s'expriment, enferme chacun en lui-même. C'est le système de l'algorithme qui fait que vous avez aimé ceci, donc vous aimerez cela, et donc vous n'avez aucune incitation à ouvrir la fenêtre et à regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui, pour quelqu'un dont l'idéologie de départ était celle justement de libérer, donc libérer et d'ouvrir, paraît une contradiction dont on se demande s'il a ou s'il n'a pas conscience, Julien Lebotte. Ce qui est en un certain sens d'ailleurs totalement contradictoire avec l'une des promesses d'Internet, qui est justement de permettre d'ouvrir et de libérer les connaissances, pas seulement les paroles et les pires instincts, mais les connaissances. Wikipédia, qui est une des dernières utopies d'Internet, qui pose plein de questions, mais qui fonctionne et qui a d'ailleurs mieux résisté quelque part à la désinformation liée au Covid que les réseaux sociaux. Là, on a un environnement qui effectivement est structuré de manière totalement différente. Alors, c'est compliqué de répondre parce que vous abordez aussi beaucoup d'aspects, mais ce qui est certain, et je suis d'accord avec vous, c'est que le modèle économique, si on devait prendre le problème par ce côté-là, qui n'a pas été d'ailleurs au départ une question pour Mark Zuckerberg, puisque lui, son enjeu premier, je pense sans avoir une idée très très claire du modèle économique, ça a été de trouver un moyen de mettre un maximum de personnes sur la plateforme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il a levé beaucoup de fonds pour lui permettre de dire, vous inquiétez pas, de toute façon, une fois qu'on aura plein de monde sur la plateforme, on arrivera à trouver une façon de faire de l'argent. En gros, c'est un peu ça. Il a fallu attendre que d'ailleurs, quelqu'un qui vient de l'administration Clinton, donc Sheryl Sandberg, ensuite débauché par Google, puis récupéré par Facebook, vienne mettre en place ce fameux modèle économique qui repose sur évidemment une écoute, une surveillance, parce qu'on parle aujourd'hui de capitalisme de la surveillance, sur une surveillance permanente des usages, pour ensuite brancher sur ça un modèle de régie publicitaire qui dit c'est très simple, Marc-Olivier Padis adore le nouvel esprit public, donc je veux lui bombarder d'informations ou de messages qui concordent avec ce qu'on associe comme étant ce type d'univers, alors ou intellectuel ou commercial, etc., etc. Donc là où je vous rejoins, Philippe Meyer, c'est vrai que ce système dit de surveillance ou de capitalisme de la surveillance, loin de déboucher sur, alors que pourtant il y a beaucoup de communication d'un point de vue quantité, risque en tout cas de déboucher effectivement sur un enfermement dans ce qu'on a pu appeler à un moment donné des bulles de filtre. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez à liker Barack Obama ou au contraire Donald Trump, à partir du moment où vous soutenez tel bord ou au contraire tel autre, eh bien la tentation pour capter votre attention et vous permettre de passer un maximum de temps sur la plateforme, c'est de dire il faut qu'il y ait le moins de friction possible. Donc on ne va pas vous exposer à des messages qui vont venir, je dirais, heurter vos préjugés. On va au contraire vous enfermer dans cet espace cotonneux, agréable, chaleureux, où vos convictions ne sont que rarement heurtées, et ce qui permettra à Facebook de dire aux publicitaires, vous voyez, les gens, ils sont de moins en moins, par exemple, sur les journaux ou la télévision et de plus en plus chez nous, donc c'est chez nous qu'il faut faire venir l'argent. Et ça permet après, aux citoyens d'être un peu confortés dans leurs préjugés ou leurs opinions. Alors maintenant, effectivement, il faut remettre les choses aussi en contexte. C'est-à-dire que tout ça est né dans un moment où, effectivement, on parlait de free flow of information, c'est-à-dire que dans les années 2000, encore une fois, il y avait une idée qui était celle de, et d'ailleurs, c'était intéressant, c'est vraiment de sortir d'un modèle purement mainstream et de permettre, encore une fois, de libérer des paroles et de permettre à un maximum de citoyens de participer, d'écrire, de se positionner quelque part politiquement et peut-être de se sentir mieux représenté ou de rentrer dans des communautés d'intérêt qui peut-être n'étaient pas effectivement structurées par le champ médiatique classique. Et aujourd'hui, on en vient à un système qui, 20 ans après, on le mesure bien, n'est pas un système qui a, je dirais, libéré les esprits. Il a plutôt permis aux pires instincts de mieux s'organiser pour sans doute contribuer à déstabiliser nos démocraties, nos institutions, etc. Ce qui est intéressant, c'est l'analogie que vous faites finalement avec la Chine, puisque la Chine,
En Chine aussi, vous avez des réseaux sociaux. Vous avez un moteur de recherche qui s'appelle Baidu. Vous avez WeChat, qui est une sorte de Facebook à l'intérieur duquel on a en plus mis d'autres services, du Google Maps, du machin. Sauf que la différence, c'est que effectivement, la régulation en Chine, elle a été pensée dès le premier jour où la Chine s'est connectée à Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé comme ça avec notamment Kaveh Salamatian, qui est donc un chercheur et qui racontait très bien comment le premier message envoyé depuis Pékin jusqu'à l'université de Karlsruhe en Allemagne à la fin des années 80, début des années 90, disait directement: depuis, ou plutôt derrière la Grande Muraille, nous vous écrivons par Internet. C'est-à-dire que très tôt, il y a eu ce souci de dire, OK, on peut très bien imaginer qu'il y ait des réseaux sociaux. Pourquoi pas avoir une activité privée et des lieux de rassemblement privés pour que les gens puissent échanger, mais tout doit être sous contrôle. Alors qu'aux États-Unis, évidemment, premier amendement, toute puissance des entrepreneurs, avec tout un langage aussi autour du tech for good, il y a eu cette idée selon laquelle on pouvait déréguler et ce marché des idées allait naturellement s'organiser et permettre à chacun de bien fonctionner dans le respect de la liberté d'expression. Et pour finir, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, pas seulement avec Mark Zuckerberg, mais avec des personnages comme Elon Musk, qui est en train d'essayer de racheter Twitter, c'est ce perpétuel jeu autour de la liberté d'expression sur des plateformes comme les réseaux sociaux qui sont des espaces privés. C'est-à-dire qu'Elon Musk, il ne dit pas je veux être le roi d'Internet. Il dit sur cet espace privé qui est aujourd'hui une sorte de place publique, par destination, comme on dirait en droit, eh bien, je considère qu'il y a trop de régulation ou d'autorégulation de la part des acteurs comme Twitter qui, par exemple, ont bloqué Donald Trump. Et donc, je souhaite redécadenasser tout ça en étant moi-même le garant du fonctionnement de l'espace public. Et donc, on a en Chine des réseaux sociaux ultra régulés et aux États-Unis, une difficulté à aller vers de la régulation puisque vous avez un camp libertarien incarné par exemple par Elon Musk et dans une moindre mesure par Mark Zuckerberg qui n'est pas contre une régulation, qui est contre une régulation qui lui fait perdre des sous, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, on est à peu près dans ce contexte-là. Marc-Olivier Balis. Oui, pour reprendre un peu, on a déjà vu beaucoup d'éléments. D'abord, ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, c'est que vous arrivez à nous intéresser à un personnage quand même particulièrement antipathique. Dans les entrepreneurs de la Silicon Valley, il y a des figures, on peut ne pas aimer le côté milliardaire entrepreneur, mais il y a des gens intéressants, quoi. Lui, c'est vraiment difficile de s'y intéresser, mais votre livre y arrive assez bien. Mais, et donc, effectivement, il y a une espèce d'idéologie Silicon Valley sur laquelle il est intéressant de revenir, et il y a un projet que vous avez très bien défini. Mais quand même, ce projet, il est confronté à deux obstacles. Le premier, d'abord, c'est les usages. C'est-à-dire que Facebook, c'est un projet qui repose sur le fait que les usagers sont des producteurs de contenu et que l'intérêt d'être sur ce réseau, c'est de bénéficier en fait de contenus qui sont produits par les usagers eux-mêmes. Et ça ne rentre pas forcément dans le projet de Facebook. C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est-à-dire ce que les gens font de l'outil qui a été mis à leur disposition. Et puis deuxièmement, vous avez commencé à en parler, il y a le modèle économique qui transforme quand même complètement la promesse initiale. C'est-à-dire que le modèle économique, qui est un modèle publicitaire, repose donc sur une économie de l'attention dans laquelle, en fait, on échange du temps de présence contre le réseau, contre l'exposition à de la publicité, ce qui permet la gratuité du système, mais en même temps qui déforme complètement parce que quand on est sur ce réseau, on est finalement exposé à des contenus publicitaires, des contenus qu'on n'a pas sollicités, et on ne voit presque plus le contenu produit par les gens du réseau, auxquels, les amis du réseau, auxquels on s'est abonné. Et moi, je suis très frappé par le fait, j'ai l'impression que le modèle économique va à l'encontre de la promesse initiale, qui était de rester en contact avec vos amis et regarder ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai lu dans une étude qu'on ne voit que 30%, il n'y a que 30% de ce qu'on voit sur le fil d'actualité de Facebook qui est lié à la production de contenu de notre réseau, de nos amis. Donc, on voit à peine. En fait, Facebook, aujourd'hui, c'est une fenêtre entrouverte. Et il y a un modèle publicitaire qui fait qu'il faut payer pour ouvrir la fenêtre quand on est un acteur. Par exemple, si le nouvel esprit public sur Facebook veut toucher du public, il faut qu'il paye pour ouvrir la fenêtre. Sinon, il ne touche pas, en fait, les gens qui se sont abonnés.
Et donc, la question que je voudrais vous poser, c'est quelle est la promesse de Facebook aujourd'hui ? Moi, j'arrive plus à comprendre, en fait. C'est quoi le projet ? Au départ, le projet, c'était rester en contact avec vos amis. Et ayez des échanges avec eux. Aujourd'hui, en fait, on voit plus la promesse. Comment est-ce que vous la définiriez ? C'est une question passionnante. C'est une question passionnante parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Olivier Herzet, qui est un chercheur en sciences de l'information et un blogueur assez virulent, mais très, très documenté sur ces questions-là. Et au fond, Facebook, c'est une plateforme absolument qu'économique. C'est-à-dire qu'en gros, on n'y fait ressortir que des choses hideuses. La promesse de départ, en un certain sens, c'est effectivement de se dire c'est sympa de m'aimer à Pépé en passant par maman. Parce que Facebook, c'est devenu grand public. Je veux dire, les jeunes ne sont plus sur Facebook où ils y sont pour faire plaisir à papy et mamie, éventuellement à tonton. Mais voilà, si on regarde la démographie de Facebook aujourd'hui, c'est effectivement une plateforme grand public avec ce que ça comporte, je dirais, de has-been et de démodé. Bon, après, comme ils ont aussi Instagram, enfin, comme Mark Zuckerberg a racheté Instagram, il a eu la sagesse d'anticiper, je dirais, sur l'évolution des usages et le risque de ringardisation. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, Facebook est devenu presque, pour parler à l'américaine, un mall, une grande régie publicitaire, une espèce de fast-food de la communication, ce qui fait qu'effectivement, ce qu'on y trouve est très peu qualitatif. Donc, les gens qui ont peu de littératie numérique, les gens qui sont un peu désarmés par rapport à la compréhension de l'information et dans leurs usages d'accès à l'information, quelque part, ils s'y plaisent un peu parce que ça va vite, ça clignote, on est un peu flatté et peut-être qu'on peut y passer du temps. Et comme en plus, on peut s'organiser pour échanger des choses rigolotes ou des choses révoltantes, ça marche. Mais les personnes qui ont des attentes, je dirais, plus sophistiquées, sont aujourd'hui en train de se détourner en partie de ce genre de plateforme, même si ça reste un lieu incontournable. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que rédaction, en tant que média, en tant que politique, on est obligé d'y être un peu, puisque finalement, c'est effectivement par destination une forme d'espace public privé, encore une fois. Et dans le même temps, on sait bien que si on y reste enfermé, ça va être très compliqué parce qu'on ne sera pas forcément sûr de toucher les personnes. Quand on les touche, il faut payer, ça coûte très cher, comme vous le disiez très bien. Et voilà. Donc, cette situation monopolistique, de conglomérat quelque part, qu'a réussi à créer Mark Zuckerberg, lui a permis quelque part de s'imposer en tant que vaste régie publicitaire et donc de dire à tout le monde, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous avez des messages à vendre, que ce soit pour vendre des chaussures, de la politique ou de l'anti-vax, il faut passer par chez moi. Mais d'un point de vue qualité, je dirais, de l'écosystème, on se retrouve effectivement dans un foutoir pas possible et qui fait d'ailleurs que dans les dernières prises de parole publiques de Mark Zuckerberg, il y avait la reconnaissance, par-delà, je dirais, les chiffres monstrueux, il y avait la reconnaissance de l'atteinte d'un plateau en nombre d'utilisateurs et une difficulté quelque part à penser l'étape d'après. C'est d'ailleurs sans doute en partie pour cette raison qu'il y a cette recherche aujourd'hui d'évolution. Facebook est devenu méta, pas seulement, je dirais, pour ripolliner la devanture de la boutique, mais également parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a une lucidité et une maturité qui a évolué du point de vue du monde politique, il était temps d'ailleurs, mais aussi du point de vue des usagers, des utilisateurs, qui ont bien compris que quand même Facebook, c'est pas terrible, quoi. Il y a peut-être, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie des usages ont migré sur des plateformes comme WhatsApp. Vous savez, WhatsApp, ce qui est très ambigu, ce qui est très compliqué, c'est que c'est pas un réseau social, il n'y a pas de fil d'actualité. Vous n'avez pas un algorithme qui individualise le fait de hiérarchiser quelque part les messages qui se présentent à vous quand vous faites défiler sur votre téléphone. Vous n'avez pas la même chose sur WhatsApp. Sur WhatsApp, vous avez des conversations. Vous êtes en groupe avec des personnes et là, la hiérarchie, elle est juste en très chronologique. C'est-à-dire que vous avez les derniers messages envoyés par le groupe avec les copropriétaires, le groupe avec la famille, le groupe avec les confrères, etc. etc. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une partie des usages. Et là, d'ailleurs, il n'y a pas de réponse publicitaire encore à ça. WhatsApp, Facebook est bien en peine de réussir à le monétiser. Enfin, Meta, pardon, est bien en peine de réussir à monétiser WhatsApp. Donc on a des usages qui évoluent et qui commencent à se dire que Facebook, c'est pas si terrible que ça, qu'Instagram, pour les plus jeunes, est peut-être une chose un peu nocive par rapport à l'image de soi, par rapport à la consommation, par rapport à tout un tas d'aspects. Il y a WhatsApp qui reste très utilisé, mais on sent tous que les données personnelles qu'on y a laissées, il y a Facebook qui essaie de les monétiser. Donc, quelle est l'étape d'après ? C'est compliqué. Et le paradoxe, d'ailleurs, de nos usages, c'est qu'effectivement, on ne sait pas ou on ne sait plus quelle est la promesse de plateformes comme Facebook, mais une partie du jeune public migre sur des plateformes chinoises comme TikTok, qui, en fait, d'un point de vue viralité, modèle économique et vie privée, n'est pas meilleure
que Facebook. Donc voilà, on a une espèce de comédie qui est en train de se rejouer, il y a un nouvel acte qui est en train de se jouer, où on a une maturité sur les acteurs historiques des réseaux sociaux qui ont transformé les promesses d'Internet en privatisant une partie de ce réseau des réseaux, et de nouveaux acteurs qui ne sont pas dans le mieux-disant, je dirais, informationnel, mais qui malgré tout réussissent encore à capter une partie non négligeable de nos données et de nos attentions. Lucille Schmitt. Oui, moi je me disais que par rapport à cette question de la maturité, aujourd'hui il y a deux enjeux qui sont évoqués, qui sont deux enjeux jumeaux. Il y a celui évidemment de la régulation dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc quelque chose d'externe. C'est-à-dire que vous évoquiez le combat, enfin en tout cas les objectifs de l'Union européenne autour de deux directives, Service Act et puis Market Act. Et Thierry Breton, le commissaire européen, qui s'est engagé très fortement là-dessus et qui connaît bien le secteur. Mais il y a aussi l'enjeu de la modération. Et tout à l'heure, Philippe Meyer parlait d'algorithmes. Et sur cette question de la modération, on voit bien que c'est une interpellation qui est adressée à Mark Zuckerberg très fortement. Parce que la modération, c'est deux choses. Ça peut être les algorithmes, et puis ça peut être recruter des modérateurs, avec le fait que, comme Facebook a une ambition mondiale, c'est une vision pour une société mondiale, c'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs. Chine exclue. Voilà, Chine exclue, mais voilà, la Chine, d'une certaine manière, s'exclut d'elle-même, et on voit bien que Mark Zuckerberg aimerait prendre position en Chine, qui sait pour l'instant, c'est pas possible, mais qu'il continue à envoyer des signaux positifs vis-à-vis de la Chine. Donc cette question de la modération par les algorithmes et par les personnes, elle est posée, d'autant plus que Facebook, c'est une tour de Babel, et qu'en fonction de la langue, et aussi en fonction des structures politiques et d'organisations sociales, les choses sont différentes. Au fond, moi, plus que le fait de dire qu'il est antipathique ou pas, je pense qu'il y a quelqu'un de très théoricien qui est confronté à la réalité du monde. Et la réalité du monde, c'est qu'en fonction de la langue, de la culture, de l'organisation politique, les choses sont différentes et la modération ne peut pas être faite de la même manière. D'où, aujourd'hui, j'aimerais vous entendre là-dessus, ce débat passionnant sur les biais qui existent dans la modération, sur le fait que selon les pays où vous êtes, la modération est plus ou moins correctement assurée par les algorithmes, par le fait que vous ayez suffisamment de modérateurs qui parlent la langue, etc. Et puis en fonction aussi, sans doute, des contenus haineux qui existent dans tel ou tel pays. Est-ce que vous pensez que Mark Zuckerberg arrive à comprendre cet enjeu de la modération qui, à mon avis, est essentiel pour donner un avenir à Meta ? Alors merci de poser la question. C'est une question passionnante et c'est d'ailleurs la seule qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai essayé de prendre le temps d'avoir une approche descriptive pour, bien que le personnage soit en partie antipathique, essayer de mettre au cœur du problème, non pas le personnage, parce qu'il ne s'agit pas de dire Mark Zuckerberg, on aime, on n'aime pas, en fait on s'en fiche quelque part. Ce qui est important, c'est de savoir ce que cette plateforme occasionne comme dommage, pose comme problème ou comme question à nos institutions et à nos démocraties. Ce qui est formidable avec ce personnage, et c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir, c'est qu'on a une grande diagonale du flou avec cette idée selon laquelle avant tout, c'est une question d'ingénieur. C'est une entreprise presque de télécommunication. Et c'est pour ça que régulièrement, quand il est interpellé, il dit « Oh, bah, c'est un loupé opérationnel ». C'est-à-dire que là où nous, on pourrait dire « Mais c'est une faute grave que vous faites du point de vue de la modération », c'est-à-dire d'une appréciation humaine d'une situation de langage et d'interaction, vous nous dites « Mon algorithme n'a pas bien détecté un problème ». Et donc, on a un personnage qui a mis, pour le coup, énormément de temps à bien comprendre qu'on ne pouvait pas résoudre des questions politiques en les résumant à des suites de 0 et de 1. C'est-à-dire que la computation ne suffit pas, quelque part, à rendre raison de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas, et même si le modèle économique le rendrait souhaitable, et c'est là où il y a peut-être un pari et un bluff technologique et économique qui nous a été quelque part frontalement opposé, on a quelqu'un qui nous dit « Mais j'ai pas besoin de payer des humains, ou très peu. Les machines, grosso modo, feront le gros de la modération. » Et effectivement, on mettra quelques humains quand il y a un petit peu litige. Et c'est ce qui fait que, du point de vue du déploiement de la plateforme d'abord, il y a eu une très grande brutalité. Et c'est ce qui fait que, très régulièrement, Facebook, par exemple, a été ouvert sur certains territoires, alors même qu'il n'y avait pas un seul modérateur humain qui maîtrisait la langue. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Birmanie. Et on a bien vu, du coup, les problèmes que ça a pu occasionner. D'autant plus que, pour bien des Birmans, ils ont découvert Internet en pensant que Facebook, c'était l'autre nom d'Internet. Et donc, ils ont presque découvert le pire d'Internet en découvrant quelque part cet espace de communication. Et puis, vous avez eu ensuite une espèce de trajectoire extrêmement longue avant que Mark Zuckerberg ne réalise qu'au fond, les situations de langage ne sont pas des situations, ou d'interaction, ne sont pas juste des situations de gestion de l'information. Et donc, il y a eu ces moments où il a commencé à faire et à lancer des appels à la régulation,
c'était presque très étrange, c'est-à-dire qu'il se faisait tellement taper dessus qu'il a commencé à dire « Vous avez raison, maintenant il faut qu'on régule ». Dans le JDD notamment, je me souviens, je crois que c'est en 2008 ou 2019, on peut le retrouver sur Internet. Il commence à dire « Ok, il faut qu'on travaille main dans la main pour réguler ». Dans le même temps, il y a eu une tentative un peu d'auto-régulation aussi. C'est-à-dire, il a, je crois que c'était en 2019, commencé à faire le point sur un grand projet qui était celui de conseil de surveillance, le Facebook Oversight Board, en recrutant en Europe, partout dans le monde, des universitaires ou des activistes censés réfléchir à la gestion de la liberté d'expression sur cette plateforme et sur l'évolution de la politique de modération, en disant si le conseil de surveillance nous dit que Facebook n'est pas suffisamment clair, en disant aussi que le conseil de surveillance est libre, puisqu'il a créé un trust, c'est-à-dire une espèce d'entité juridique censée être autonome pour lui permettre de dire ce que vous faites à tel endroit, c'est pas bien, il faudrait le corriger. Mark Zuckerberg a dit nous suivrons les demandes de notre propre conseil de surveillance. Mais enfin, vous voyez bien qu'on a 40 personnes dans ce conseil de surveillance pour près de 3 milliards d'individus. Donc, quand bien même on arrive à délibérer, je dirais, sur des situations paradigmatiques censées permettre d'améliorer le fait de dire aux algorithmes bon bah quand tu vois ce genre de situation en France, ce serait bien de faire comme ça parce que le conseil de surveillance a dit de faire comme ça. On voit bien que c'est pas suffisant. Et donc le grand bluff de tout ça, c'est qu'on reste dans une approche où on a un modèle économique extraordinairement rentable, mais du point de vue de la responsabilité de ces entreprises, il n'y a pas d'investissement conséquent sur la modération humaine et sur la prise en compte du fait que parfois, une même phrase prise dans un contexte différent ne veut pas dire la même chose. Et sans parler du fait que sur la question de l'insulte, de l'invective, de la désinformation, des groupes qui sont politiquement, je dirais, motivés, qui sont structurés, se mettent en permanence à se jouer des algorithmes ou de la modération humaine et se mettent à transformer le langage, les expressions pour continuer d'invectiver, d'insulter, de cyberharceler. Et donc, pour être tout à fait équitable, oui, Facebook et Mark Zuckerberg ont fait des progrès depuis 2018-2019 du point de vue de la réalisation, je dirais, d'un point de vue macro des enjeux. Mais d'un point de vue parfaitement opérationnel, et il y a encore eu un scandale en Afrique très très récemment, Facebook reste en difficulté pour modérer très concrètement et de manière satisfaisante des situations qui sur le terrain sont problématiques et qui conduisent à de la désinformation, du cyberharcèlement, etc., etc. Donc oui, il y a vraiment, je suis d'accord avec vous, un enjeu fondamental aujourd'hui et qui n'est pas réglé autour de cette question de la modération. Nicole Nisotto. Mais est-ce qu'on peut réguler ou modérer un algorithme ? Parce que autant la régulation, ça peut être sur le modèle économique, sur tout ce qu'on veut, mais sur l'algorithme lui-même, c'est-à-dire sur la conception mathématique d'une série, d'un groupe d'ingénieurs. Est-ce qu'on peut modérer l'algorithme de base ? Parce que ça me fait penser à, dans un autre domaine, le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les armes intelligentes, c'est-à-dire les missiles ou les drones hyper véloces, c'est-à-dire qui vont tellement vite qu'ils peuvent prendre eux-mêmes la décision de tuer sans que l'intervention humaine ait le temps de venir. Eh bien, je me demande si c'est pas la même chose pour l'algorithme. Autrement dit, est-ce que toute cette idée de modération, de régulation n'est pas de facto mise en échec ? Et j'avais une deuxième toute petite question sur la Chine. Sur la Chine. Parce qu'on voit bien que l'ambition de Zuckerberg se heurte à la Chine. Il ne peut pas rentrer dans le réseau chinois, enfin en tout cas dans le monde chinois, alors qu'inversement, la Chine s'introduit très facilement dans le monde de Zuckerberg avec TikTok, qui est, je pense, un des grands concurrents. Alors, comment va-t-il pouvoir faire face ? Est-ce qu'on peut faire face à cette nouvelle ambition chinoise ? Julien Lebotte. Sur la modération ce que vous appelez la modération des algorithmes, c'est ce que, par exemple, Dominique Cardon, donc le directeur du Media Lab de Sciences Po, explique quelque part en disant qu'il faudrait faire de la rétro-ingénierie de la part des algorithmes qui, en fait, sont ceux qui hiérarchisent le fil d'actualité. C'est-à-dire que, à défaut comment dirais-je, d'être capable de le contrôler par anticipation, au moins a posteriori, être capable de comprendre comment ce dernier fonctionne pour hiérarchiser. Parce qu'au fond, l'enjeu de la responsabilité, il est en partie là. C'est le fait d'être en mesure de comprendre pourquoi cette plateforme qui se présente comme une simple technologie, est en réalité une plateforme à dimension éditoriale. Pourquoi elle est à une dimension éditoriale ? C'est parce qu'elle hiérarchise des messages. Si elle hiérarchise des messages, ça veut dire qu'elle donne une vision du monde à des individus qui l'utilisent pour s'informer.
Et donc, et d'ailleurs, une partie de la régulation européenne porte sur ça. C'est l'idée d'avoir une meilleure et une plus grande transparence sur le fonctionnement des algorithmes pour qu'on soit en mesure, au moins a posteriori, de comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel emballement sur telle ou telle situation politique. Donc, il y a quand même un progrès qui est en train d'être fait, et c'est aussi une demande qui est en train d'être poussée aux États-Unis, c'est le fait d'être capable d'auditer, de mieux comprendre comment sont faits, quelque part, ces recettes de Coca-Cola que sont les algorithmes. Maintenant, évidemment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on continue de penser qu'en auditant les algorithmes, on réglera les problèmes de modération, quelque part, on reste aligné avec le credo idéologique de Mark Zuckerberg, qui est de dire tout est une question de solution technique. En fait, la technique est l'une des questions, c'est-à-dire qu'il faut mieux encadrer ce type d'activité et donc mieux encadrer le fonctionnement de ces algorithmes, mais on ne résoudra pas tous les problèmes, même si on comprend comment fonctionne cet algorithme. La deuxième chose, c'est celle, donc, vous parlez d'armes intelligentes, d'intervention humaine. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que, au fond, on a une plateforme qui va tellement vite qu'aujourd'hui, Facebook lui-même peine à endiguer, je dirais, le cœur de sa communauté. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps et que les auditeurs peuvent retrouver. C'est un article en anglais, publié sur le site de The Atlantic, et qui parle de la tyrannie des super utilisateurs. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend bien compte que sur Facebook, mais c'est vrai sur Instagram, quand je dis Facebook, c'est presque la métaphore du groupe, vous avez en fait une communauté de gens comme vous et moi. On est nuancés, on n'a pas toujours envie de prendre la parole, on est pondéré, on réfléchit, mais vous avez des gens qui sont très motivés politiquement, qui sont très, très véloces, et qui en permanence, en fait, viennent puncher quelque part leur message à destination de leur communauté. Ce sont des propos qui sont souvent révoltants, colériques, qui viennent flatter vos instincts et qui occasionnent donc de l'engagement. Cet engagement, au sens de Facebook, est ce qui permet de faire émerger ces messages dans la hiérarchie. Et donc cette tyrannie des super utilisateurs, elle est problématique. Et dans ces super utilisateurs, contrairement à une idée reçue, vous n'avez pas que, je dirais, des complotistes hors système. Vous avez par exemple aux États-Unis des gens de la galaxie Fox News qui sont en fait très majoritairement mis en avant par Facebook. Donc, le problème informationnel auquel on est exposé, c'est qu'en fait, on a des acteurs de l'information, y compris, je dirais, de l'ancien monde, qui ne jouent plus les règles du jeu démocratique et qui disent, par exemple, qu'une élection a été truquée. Vous avez Fox News, et son message est amplifié par des plateformes qui, elles-mêmes, quelque part, se gobergent d'avoir des contenus aussi révoltants et se félicitent de pouvoir les faire émerger encore plus qu'elle ne le ferait si cette plateforme n'existait pas. Voilà. Donc, on a un système qui est devenu complètement fou et Facebook est bien en peine de régler tout ça. Et c'est ce qui fait que Facebook peine à identifier ce qu'ils appellent des actions coordonnées inauthentiques. C'est-à-dire qu'il faut une distinction en modération entre des coordinations authentiques. Par exemple, nous sommes une bande de citoyens lambda et on soutient Barack Obama ou telle personnalité politique, ou Alexandria Ocasio-Cortez, pour être contemporain, d'une action inauthentique, c'est-à-dire nous sommes des Russes, nous travaillons par exemple pour Prigojine, et en Afrique, nous souhaitons dire que la présence française est problématique et que donc nous allons essayer de faire monter un peu la cocotte pour que les gens soient encore plus révoltés qu'ils ne l'étaient peut-être par rapport à une situation de terrain. Voilà, on a cette situation. Ensuite, par rapport à la Chine et à TikTok. Alors TikTok, c'est une histoire très compliquée, mais ce qui est certain, c'est que TikTok, du point de vue des usages aux États-Unis, mais aussi en Europe, est effectivement, du point de vue du jeune public, en train de monter extrêmement fort. Donc, du point de vue de la pression politique sur un acteur comme TikTok, à l'heure actuelle, quelque part, Facebook et Mark Zuckerberg, ils ramassent pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est devenu le nom d'un système qui le dépasse. Et d'ailleurs, on ne parle depuis tout à l'heure que de Mark Zuckerberg, mais Google, YouTube, un certain nombre de plateformes américaines sont également problématiques et on en parle un peu moins. Alors, vous allez me dire que du point de vue de la promesse, si on revient à la promesse pour l'utilisateur, Google est un excellent index en termes de moteur de recherche du point de vue du web. Par contre, YouTube, qui est l'espace d'hébergement des vidéos adossé à Google, lui est plus ambigu dans sa façon de hiérarchiser un peu comme Facebook. Donc TikTok, qui est pour l'instant moins surveillé, moins contrôlé, pose exactement les mêmes questions. Et il y a des questions qui sont celles de la propriété des données, des utilisations. D'ailleurs, si c'est une entreprise chinoise, où vont les données? Où doivent être hébergées ces données?
Comment la hiérarchie de l'information est-elle faite sur ce genre de plateforme? Quid des investissements en termes de modération? Bref, les questions qu'on pose à Mark Zuckerberg, on serait fondé à les poser à l'entreprise qui possède TikTok. Marc-Olivier Padis. Je voudrais vous interroger sur l'avenir de Facebook. Je suis extrêmement sceptique sur l'avenir de cette plateforme parce que il y a la stratégie interne, c'est de dire, bon, vous allez voir, on est capable de faire notre modération interne. Vous avez cité le dispositif, etc., qui bute sur des questions, comme ça a été évoqué déjà, de différences culturelles, de maîtrise de la langue, mais aussi sur des questions psychologiques. C'est-à-dire que les personnes qui sont embauchées pour faire de la régulation manuelle humaine développent des malaises psychologiques, des syndromes, parce qu'ils nettoient le tout à l'égout en permanence. Et c'est extrêmement usant psychiquement et ça provoque des souffrances psychiques. Bon. Et d'autre part, du point de vue du dialogue avec les autorités publiques, Facebook fait quand même démontre un manque de bonne volonté qui est quand même manifeste par rapport aux autres acteurs. Par exemple, Snapchat ou Google ont des interactions permanentes avec les autorités publiques en disant comment est-ce que vous allez réguler. Ils négocient évidemment, mais ça fait partie de la règle du jeu, mais au moins ils dialoguent. Je veux dire, par exemple, Google a mis en place un partenariat avec l'AFP là, dans le cadre des élections pour observer les risques de manipulation, disons par exemple russes, dans le cadre de l'élection française, etc. Donc ils prennent des initiatives pour montrer qu'ils sont de bonne volonté, etc. Facebook ne fait absolument rien de tout ça. Et l'avenir de Facebook, il y a deux perspectives. Soit on fait jouer les lois anti-monopole. Il y a quand même des lois anti-monopole qui existent au niveau européen et surtout aux États-Unis. Vous avez rappelé tout à l'heure, en fait, Facebook, c'est maintenant Metaverse ou Meta, c'est 4 entreprises. C'est Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. C'est beaucoup trop. Il faut découper ça en tranches. On ne peut pas accepter un acteur qui a 80% du marché publicitaire, ce qui est déjà excessif, qui en plus rachète des concurrents, etc. Donc il y a un moment où, d'un point de vue économique, il va falloir se décider à faire jouer ces lois anti-monopole qui sont extrêmement claires. Et d'autre part, la perspective que développe Zuckerberg, c'est le métaverse. Alors là, moi, peut-être je suis complètement hors jeu, mais j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire de penser que tout le monde va basculer dans un espace virtuel où on va faire ses courses, on va visiter des boutiques, on va assister à des concerts, à des pièces de théâtre dans un espace virtuel. Pour moi, c'est une bulle spéculative. Il y en a déjà eu une qui s'appelait Second Life, je crois, qui a été un échec quand même complet. Et à juste titre, on pourrait revenir là-dessus, mais je pense qu'il y a des raisons de fond qui fait qu'on ne va pas tous vivre dans un univers virtuel. Et donc, moi, je ne vois pas, en fait, vers quoi ils vont, ça me semble, dans tous les cas de figure, des impasses. Julien Lebotte. Alors, ce qui est intéressant du point de vue de la modération, peut-être pour boucler la boucle de tout ce qu'on s'est dit, et vous évoquiez justement le fait qu'une partie des modérateurs, voire une très grande partie des modérateurs qui travaillent pour les entreprises de Facebook, souffrent souvent de syndrome post-traumatique. Effectivement, parce que de manière industrielle, ils sont exposés à des choses atroces que j'ai pas du tout envie de décrire ici. Et donc, effectivement, si 5 jours sur 7, de 8h à 17h, encore, vous pouvez même le faire la nuit, vous êtes exposé à toutes les pires atrocités dont est capable l'humanité, Aurore et Humanum Est, effectivement, c'est problématique. Et ce que je trouve très intéressant, moi, du point de vue de la modération, c'est de bien prendre en compte que dans le modèle économique de Meta ou de Facebook, cette modération, en fait, elle est externalisée. C'est-à-dire que Facebook considère que son métier, c'est de faire de la technologie. Dès qu'on est sur une interaction humaine, hop, on met dehors, on externalise, parce que ces gens-là, en fait, ces salariés, ça va être compliqué de les gérer au long cours au niveau de leur carrière. De toute façon, Facebook est une boîte d'ingénieurs. Et au bout du compte, il vaut mieux que les gens se débrouillent avec leurs problèmes. Facebook, c'est de la base de données, c'est de la performance, c'est de l'algorithme. Le reste, c'est quelque part une externalité de l'entreprise. Alors qu'en réalité, c'est au cœur de son modèle. C'est-à-dire qu'on voit bien, un espace informationnel, le bien de l'espace informationnel, c'est la qualité de la promesse et de la qualité de ce qu'on y trouve. Et donc, on voit bien que chez Facebook, il y a déjà ce parti pris qui est de dire non, nous sommes du côté de la tech. D'ailleurs, d'un point de vue juridique, du point de vue régulation, c'est une façon aussi de se protéger. C'est-à-dire que le plus loin ils se tiennent des questions éditoriales et des questions de modération humaine, plus ils se protègent quelque part des attaques politiques en disant non, mais nous, on s'est contenté de permettre à des gens de discuter. Nous ne sommes pas
des médias. Nous ne sommes pas des gens qui fabriquent de la hiérarchie de l'information. Aujourd'hui, ils ont du mal à plaider toujours cette cause, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc voilà pour la modération. Alors du point de vue, du dialogue avec les autorités dont vous parliez par rapport à l'évolution de leur fonctionnement et au-delà de la question de l'autorégulation et du conseil de surveillance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que Facebook met beaucoup d'argent, au moins autant sinon plus, en termes de lobbying, pour être présent à Bruxelles, à Washington et à tous les endroits où en gros Facebook risque d'être régulé. Et il est intéressant d'ailleurs que Facebook sait aller chercher dans le monde politique des gens pour le conseiller. Au fond, l'un des vice-présidents de Facebook, enfin de Meta aujourd'hui, c'est Nick Clegg. Nick Clegg, c'est quand même un ancien homme politique britannique qui a été vice-premier ministre, qui vient des libéraux-démocrates, qui au départ a été recruté plutôt, je dirais, pour des questions d'affaires publiques, mais qui est aujourd'hui en charge et de la communication et des affaires publiques, et qui est une courroie de transmission, assez efficace d'ailleurs, du point de vue des régulations. Et d'ailleurs, c'était très malin du point de vue de Mark Zuckerberg, de recruter Nick Clegg. Pourquoi ? Parce que l'Europe, d'un point de vue normatif, a une longueur d'avance sur les États-Unis. Donc en fait, mettre un Britannique qui est la courroie de transmission entre le vieux continent et le nouveau monde, c'était assez malin parce que ça lui permettait en fait, en gros, de bien comprendre ce qui se jouait et d'anticiper, et d'un point de vue lobbying et accompagnement, d'être en capacité, je dirais, de contenir, tant que faire se peut, les régulations à venir. Ensuite, du point de vue, je dirais, de l'anticipation sur des échéances électorales en Europe, eh bien, c'est comme aux États-Unis. Facebook est quand même souvent beaucoup plus prudent que quand il s'agit de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, ou je dirais de ce qu'on appelle aux États-Unis le rest of the world. C'est-à-dire que là où en gros la régie publicitaire ne fait pas rentrer beaucoup d'argent, on met pas beaucoup de modérateurs et on fait pas tant que ça de partenariats pour limiter la circulation de la désinformation. En Europe, en France, Google, c'est vrai, vous avez raison de le dire, mais Facebook aussi, on fait un certain nombre de partenariats avec des rédactions, des fact-checkers, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour faire de la vérification d'informations. Et quand on voit des choses problématiques, même si du point de vue rapidité, on pourrait dire qu'il pourrait faire mieux, généralement, on fait en sorte de dire « Attention, ça c'est une source ambiguë » ou « Tu peux trouver mieux à tel ou tel endroit ». Donc Facebook a fait quand même quelques efforts vis-à-vis du dialogue avec les autorités, mais toujours dans une ambiguïté qui est celle du lobbying, c'est-à-dire on dit qu'on dialogue, mais on fait notre possible pour dire attention, vous allez nous menacer, si vous cassez notre grille-bille, on va s'effondrer. Et c'est là où je vais rejoindre avec ce que vous disiez sur TikTok. C'est-à-dire que, au fond, l'un des alliés paradoxaux de Mark Zuckerberg aujourd'hui, c'est TikTok et c'est la Chine. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais si vous me régulez trop sévèrement, si vous démantelez mes entreprises, si vous m'empêchez d'investir sur les questions de sécurité, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, certes, les Américains vont reculer, mais qui va venir prendre la place ? Ce seront des Chinois. Et donc, en fait, si aujourd'hui on a aux États-Unis quelqu'un comme Biden qui dit que des entreprises comme Facebook ont été co-responsables du fait que des gens ont été tués par le Covid-19 parce qu'ils ont été mal informés et que ces entreprises ont manqué de responsabilité du point de vue de la circulation d'informations, dans le même temps, il y a une forme de prudence vis-à-vis des stratégies de régulation pour ne pas démanteler trop vite un acteur américain qui risquerait tout simplement de se faire doubler avec des recettes aussi dégueulasses, pour le dire de manière un peu familière, qu'un acteur américain. Donc, oui, il y a une pression politique comme jamais. Oui, l'Europe a une longueur d'avance sur les États-Unis, mais de nombreux observateurs continuent d'observer et de constater que les régulations sont non seulement insuffisantes, mais que le contexte géopolitique ne nous aide pas à accroître la pression sur ces acteurs parce qu'on a tous peur quelque part des acteurs chinois qui pourraient venir faire pression sur tout ça. Dernière chose d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Max Schrems. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un activiste, enfin on le présente comme un activiste, mais au départ c'est un citoyen autrichien qui dans les années 2000 se rend aux États-Unis pour faire un stage dans le cadre de ses études. Il se rend compte que ces gens de la tech sont totalement indifférents vis-à-vis de la vie privée, des données des utilisateurs, finalement se foutent complètement de la gueule du monde et ne souhaitent faire que de l'argent. Il rentre en Europe, se met à porter plainte contre Facebook régulièrement pour essayer de dire mais que faites-vous de mes données d'utilisateurs ? Comment se fait-il que je les récupère pas toutes ? Pourquoi les hébergez-vous aux États-Unis ? Comment se fait-il que les agences de renseignement puissent avoir accès à mes données alors que je suis un Européen ? Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, ces acteurs et notamment l'association Noyb, qu'on peut trouver très facilement en ligne, Noyb, qui est basée à Vienne, continuent de faire pression de manière assez efficace sur le fait de montrer que les régulations en Europe
sont globalement en train de progresser, mais qu'on a encore de très grands enjeux, j'ai envie de dire, qui sont posés à nos sociétés et pour lesquels les réponses ne sont toujours pas satisfaisantes. Donc voilà, on a une pression qui va crescendo, une société civile qui est mieux armée, mais une plateforme et un Mark Zuckerberg, je dirais, qui à l'heure actuelle reste très solide. Et pour finir sur Meta et donc le métaverse. Ce qui est assez marrant, c'est que cette vidéo d'octobre 2021, que tout le monde peut retrouver très facilement, la page de Mark Zuckerberg sur Facebook, elle est suivie par 120 millions d'utilisateurs. Et donc, en octobre 2021, il propose une vidéo d'1 heure et quart, à peu près, grosso modo, où il accueille l'internaute en disant, voilà, je suis dans un appartement, il y a un surf derrière, c'est marrant, c'est une jolie métaphore, le surf, Internet, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il dit... Aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle page de l'histoire de la connexion et aujourd'hui, je vais vous proposer, je vais vous montrer ce sur quoi nous allons travailler ensemble. Parce qu'il y a toujours ce langage de ensemble, la communauté, etc., etc. Et donc, nous voilà partis sur une description de ce métaverse dont vous parlez très bien, qui est cette idée selon laquelle peut-être que le business et donc le Grisby, qui est celui des réseaux sociaux, va avoir tendance à fondre puisque les régulations vont arriver. Et donc, il faut jouer le coup d'après. Et le coup d'après, qu'est-ce que c'est ? Mark Zuckerberg fait un pari, c'est de dire, nous serons tous, et c'est là où on peut le raccrocher au personnage de départ, au Mark Zuckerberg de la jeunesse, c'est de dire, mais non, mais l'humanité, de toute façon, sera toujours plus connectée. Et donc, selon lui, après le site Internet, après le smartphone et le réseau social sur votre téléphone, ce sera ce casque que nous mettrons sur la tête, ces 2 poignées qui nous permettent de voir les choses en 3D et d'écouter les choses, et donc ce sera cette connexion en 3D et en temps réel, dans des univers où on pourra jouer au tarot avec les copains, on pourra faire du poker, on pourra faire du jeu vidéo et on pourra probablement vendre de la publicité puisque, au fond, c'est ça. On revient sur cet univers cacomonique et ce fast-food informationnel qu'il s'agit de réinventer pour préserver, je dirais, l'avance financière de cette entreprise. Sauf que, du point de vue technologique, les entreprises et les observateurs les plus avisés, comme vous le disiez très bien, Marc-Olivier Padis, je dirais, du monde de la tech, disent mais on est encore très très loin d'un Internet suffisamment rapide pour permettre qu'en temps réel, 3 milliards de personnes soient dans des univers en 3D qui interagissent en temps réel. Et puis d'autre part, est-ce que nous tous autour de cette table, est-ce que nos enfants auront tous envie en permanence d'avoir un casque autour de la tête ? Ça, on ne sait pas. Merci beaucoup, Julien Lebotte. Votre livre, Dans la tête de Mark Zuckerberg, est aux éditions Actes Sud. Il me revient en vous entendant cette phrase d'Hannah Arendt, qui est la culture, c'est sortir de la prison que chacun d'entre nous est pour lui-même. Merci à Martin Bernier, avec qui cette émission a été préparée. Merci à Adrien Beccaria, qui l'enregistre au studio L'Arrière-Boutique. Et merci à Julien Deville et à Nouvelles Écoutes, qui la produisent. Et à dimanche prochain.